Grosso modo, on va parler de filtrage de paquets. Je suis parti du principe que l'audience était très éclectique, et donc on va partir de 0, et puis on va essayer d'aller jusqu'à ce qu'on fait nous chez Meta. Je ne sais pas trop jusqu'où on va arriver. On va tenter, on verra bien ce qui se passe. Quoi qu'il arrive, s'il y a des questions, levez la main. Alors s'il y a des questions, je ne vais pas vous voir parce que j'en prends plein les yeux. Mais on a du monde avec des micros dans la salle. Ok. Donc je vous laisse être au courant des mains levées. N'hésitez pas à m'interrompre. Levez la main s'il y a un concept qui n'est pas clair, s'il faut clarifier quelque chose, expliquer des choses. Je suis là pour ça. Donc levez la main et puis on en parle. Et comme ça, même si vous vous doutez un petit peu, ça peut aider d'autres personnes également. Donc rapidement, je me présente avant de commencer. Je m'appelle Quentin, je suis ingénieur chez Meta depuis à peu près 5 ans et je bosse à Caen, donc je suis pile poil dans le thème de la conférence. Je travaille dans l'équipe Linux User Space, qui est une équipe qui contribue à des projets open source. Et donc on travaille sur le kernel, on a des mainteneurs kernel dans l'équipe, on travaille sur systemd, pour ceux qui connaissent systemd. On travaille sur tout un tas de projets qui sont open source et moi ça fait du coup 4 ans que je suis dans cette équipe-là et 4 ans que je fais 99% d'open source et un petit peu de production aussi parce qu'il faut quand même que je justifie mon salaire. Et je suis le créateur et mainteneur d'un projet qui s'appelle BP Filter, qui est un pare-feu et qui est le sujet qui fait que vous êtes là aujourd'hui avec moi. J'ai pour vous, comme à mon habitude, beaucoup de stickers. Je passe mon temps à voyager et à faire des conférences pour mon projet. J'en fais 4-5 par an et j'ai cru comprendre que les gens aimaient les stickers. Du coup, j'en ai l'appel. Je dois en avoir 300, donc faites-vous plaisir. Hein. Donc vous pouvez venir en chercher à la fin de la conférence, et puis il m'en reste encore un paquet, je le mettrai dans l'Atrium si vous en voulez encore. Voilà pour les stickers. Les questions, il faut les poser. On va parler de pare-feu. Et donc, pour parler de pare-feu, on va arrêter avec ça. Pour parler de pare-feu, j'ai fait un plan à peu près en 5C. Vous allez voir ça, c'est très simple. D'abord, on va parler du pare-feu. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? D'où on part? Comment fonctionne un réseau? Je ne suis pas sûr que tout le monde le sache. Qui n'a pas aucune idée de comment fonctionne la transmission de paquets sur un réseau? Soit personne lève la main, soit je ne vois rien. Et quelqu'un là-bas. Ok, très bien. Et ben, ce sera utile pour toi. Ensuite, filtrage de réseau. Quels sont les outils qui existent? Et là, j'aurai besoin de vous. On va faire un petit peu de questions-réponses pour voir ce que vous connaissez et ce que vous ne connaissez pas. Une fois qu'on a ça, on va en découler sur BPF, qui est une technologie. Je vais tomber. Qui est une technologie du kernel, du noyau Linux. Et une fois qu'on a BPF, on peut parler de BP Filter, qui est mon projet. Donc on va aller de rien, on ne sait rien, on apprend, et arrivé à ce niveau-là à peu près, on va arriver à un moment où on parle d'assembleur. Pour ceux qui voient à peu près ce que c'est l'assembleur, qui, à main levée, l'assembleur, ça vous parle un petit peu, ne serait-ce que de nom? Ben voilà, c'est parfait. Pour les autres, on va continuer, on verra. Donc on va y aller progressivement. On va commencer très simple, très simple. On a des messages à droite, des gens qui s'envoient des messages. Ces messages-là, qu'en fait, quand je les envoie de mon téléphone, ils vont sur un autre téléphone. Ils passent par le réseau, tout bêtement. Sur le réseau, ces messages, ce sont des données. Donc ça va être des octets, des bits, qui traversent le réseau et qui arrivent à une destination. Donc on a bien, chaque message est un ensemble de données à part entière, et ces données vont transiter sur le réseau. Jusque-là, normalement, on a tout le monde. Le mécanisme qu'on a pour faire transiter des données sur un réseau, c'est qu'on les prend et on les découpe en plus petits morceaux. Sur l'exemple d'un message comme ça, c'est un peu particulier parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à transférer. Sur des exemples plus gros, comme j'ai envie de télécharger, pas un film, mais un ISO, une distribution Linux. Je veux télécharger une image de Fedora ou CentOS. Toute l'image n'arrive pas d'un coup dans un paquet. Voilà. On va découper en petits morceaux et ces petits morceaux, on va les encapsuler. Donc ça, c'est grosso modo ce qu'on va voir sur le réseau. Sur votre fil de cuivre ou votre fibre, c'est ce que vous allez voir traverser si vous regardez avec un outil dédié, évidemment. On retrouve nos petits morceaux de données qui sont là, donc on aura un morceau de données, et après ça se présente un petit peu comme un oignon. En fait, on va avoir nos protocoles réseau qui vont s'accumuler autour de ces données-là, jusqu'à avoir la couche bleue qui est tout en haut. Ces protocoles-là, en fait, ils ont un objectif particulier.
petite note juste avant que je continue. J'ai jamais fait de conf en français. Et du coup, je cherche un peu mes mots des fois. Et s'il y a des anglicismes, il ne faudra pas vous plaindre. Je suis là, j'annonce. Pardon. On est là, je digresse. Donc on a nos protocoles réseau qui se trouvent ici. C'est une vue très schématisée. Il y en a plus que ça. Il y a plus de couches. Le schéma est un peu différent quand on est vraiment en train d'étudier ça, on va dire. Mais on va garder un schéma simplifié. Notre donnée qui est ici, donc notre morceau de SMS, il se trouve encapsulé dans une couche transport. La couche transport, elle contient des métadonnées qui vont permettre d'orienter en fait le paquet sur le réseau. Et ça va être quelque chose qui est le cas pour toutes les couches qu'on va avoir au-dessus. Ces différentes couches, un peu comme un oignon qu'on a sur nos données, elles vont avoir un but précis, à un moment précis, lors du routage du paquet sur le réseau. Que ça parte du téléphone de l'envoyeur jusqu'au téléphone du destinataire. Qui a à peu près une idée de ces couches-là? Ça permet de me situer, voir où se trouve l'audience, modèle TCP/IP, modèle OSI, genre de choses. Et donc, toutes ces couches-là ont une fonction particulière qu'on ne va pas détailler parce que ce n'est pas forcément très important maintenant. Mais ce qu'on peut voir et ce qui est important pour nous, c'est que toutes ces couches ont différentes métadonnées. Et ces métadonnées vont être utilisées à différents moments dans le transport. Quand on va transférer le paquet d'un routeur à un autre au milieu du réseau, on va utiliser la couche bleue. C'est la couche qui va être utilisée pour le routage d'un routeur à l'autre, d'un point à l'autre du réseau. La couche verte, on va avoir les adresses IP source et destination. Adresses IP, même ceux qui n'ont aucune notion de réseau ont sûrement déjà entendu ça. Et puis après, on va avoir une couche transport qui spécifie quelle application sur une machine doit recevoir un paquet, par exemple. Donc voilà, grosso modo, sur quoi on travaille sur du réseau. Et ces protocoles-là, ils ont... on est en 2026. Si je dis pas de conneries, c'est genre années 70 ou à peu près ces eaux-là. Donc c'est très vieux. Ça fonctionne toujours comme ça, parce que déjà, ça fonctionne. Et donc quand ça fonctionne, on ne va pas le changer. Et puis une fois que tous les réseaux fonctionnent comme ça, c'est un petit peu difficile de changer. Si vous regardez IPv6 qui n'est pas compatible avec l'IPv4, on n'a pas tous migré. Et donc, l'objectif de cette section, ça reste toujours qu'est-ce qu'un pare-feu. Et là, on peut le voir. En fait, le pare-feu, il va nous servir à bloquer ou accepter du trafic en fonction de ces métadonnées qu'on va avoir aux différentes couches dans ce paquet. Donc mon message, il est coupé en morceaux. Ces morceaux-là sont englobés dans un espèce de paquet avec des couches en oignon. Et les métadonnées de ce paquet-là sont utilisées par les pare-feux pour filtrer, accepter ou rejeter du trafic. Non, c'est moi? Ah, pardon. Excusez-moi, j'ai le truc. En plus, j'ai mon retour. Pardon, désolé si j'ai relevé la toute quelqu'un. OK. On s'arrête sur la couche Internet ici. Donc c'est à ce niveau-là qu'on aura les protocoles IPv6, IPv4 par exemple. On aura d'autres protocoles. Les plus utilisés, les plus fréquents sont IPv6, IPv4. Notre pare-feu, ce qu'il va dire, c'est si le protocole est égal à 6, on accepte. C'est tout. Le pare-feu, il ne sert pas grand-chose de plus que ça. Il permet d'accepter ou de rejeter du trafic. Il peut également regarder à la couche bleue, qui est la couche link. Si le champ EtherType est 0x800, on supprime le paquet. De mémoire, qui peut me dire quel protocole de couche Internet c'est 0x800? Quelqu'un a une idée? Je vous ai dit que j'allais poser des questions. Maintenant, faut assumer. 0x800, c'est IPv4. Et le protocole numéro 6 sur de l'IP... Il y a deux gros protocoles. Quelqu'un tente le premier, l'autre fera le deuxième. En vrai, TCP. Numéro 6, c'est TCP. Et là, déjà, on se rend compte qu'on apprend des choses. Et c'est ça qui est intéressant. Derrière, une fois qu'on a vu ça, donc ça, je vous ai dit, c'est vraiment le schéma vraiment haut niveau, sans détail. Et dans les faits, c'est évidemment beaucoup plus complexe. Il y a énormément de protocoles sur chaque couche. Et si vous voulez avoir un petit peu une idée de de quoi a l'air le protocole TCP, c'est ça. Ça, c'est une en-tête. L'en-tête, ça va être les différentes couches en fait, de métadonnées. Ça, c'est une en-tête TCP standard qui vient jusqu'ici. Donc, on a 20 octets. Donc, on a 16 octets plus les 4 qui se trouvent sur la ligne. Ça, c'est optionnel. Et après, on voit bien, ici, on a nos données. Et donc ça, c'est une en-tête TCP standard
qui est beaucoup plus complexe que en a l'air mon très beau schéma ici. Et donc, votre pare-feu a différents critères pour filtrer les paquets à cette couche-là. Maintenant qu'on a fait ça, on a un peu le primer de transférer un paquet. Pour la petite dame qui avait aucune notion de réseau, est-ce que c'est plus clair? T'as dit oui ou t'as dit non? J'ai pas entendu. Oui? J'ai l'impression que c'est un petit peu pour me faire plaisir, mais je vais m'en contenterai. Hop, pardon. Ok, si on parle de pare-feu maintenant, quelqu'un peut me donner un nom de pare-feu? Qu'est-ce qu'on a comme type de pare-feu? Ouais. Ouais, du coup, c'est un provider, ils ont leur outil aussi. Ouais. Là, on va parler plus des pare-feux qu'on peut avoir sur notre machine à nous, par exemple. Un truc plus orienté user que orienté entreprise. Donc Fortinet, c'est un provider, mais comme ça colle pas à mes slides, eh ben, je dis non. Quelqu'un d'autre? Comment? UFW, c'est basé sur du NFTables, non? C'est pas un pare-feu à part entière, c'est basé sur une autre technologie. Quelqu'un aurait la réponse qui m'arrange pour passer au slide suivant? Non. Comment? NetFilter, c'est pas tellement, c'est un framework, c'est plus complexe. Ok, merci, super. On avance. En plus, je suis arrivé sur le slide là et je suis revenu en arrière, donc aucune excuse de votre côté. Donc iptables, c'est un pare-feu. C'est le pare-feu qu'on avait en standard sur Linux pendant très longtemps, qu'on avait sur notre distro, Fedora, CentOS, peu importe. Et du coup, ça a été très populaire, très bien documenté. Une belle innovation. Et du coup, tout le monde s'en est servi. Donc voilà, c'était standard de base parce qu'on avait un peu aussi que ça. Mais après, on va parler de lenteur un peu après. Le fait est qu'aujourd'hui, iptables, c'est déprécié, on n'est plus censé s'en servir. Dans les faits, on s'en sert un petit peu parce que y a des petits tricks qui sont derrière. Mais grosso modo, on part du principe que iptables, c'est plus utilisé. Si je veux faire ce que j'ai montré sur mon schéma tout à l'heure, ici, hop, si protocole 6, on accepte. Donc quand c'est du TCP, on accepte. Et bien sur iptables, ça donne ça. On utilise iptables, on dit bah, tout ce qui est en entrée, quand c'est TCP, j'accepte. Et voilà, ça c'est un exemple d'iptables. On a quoi d'autre comme pare-feu autrement à part iptables? Le copain d'iptables qui est nouveau et qu'en fait c'est les mêmes gars, mais c'est pas le même truc. Ça fonctionne différemment. Hein? NFTables, ça parle à quelqu'un? NFTables? Non? Ouais? Non? Oh. Bah tant pis. Bah je l'ai quand même. Alors NetFilter du coup c'est le framework de filtrage de paquets du kernel. Ce que fait NetFilter, c'est un peu obscur parce que du coup, à l'origine, c'était utilisé avec iptables, maintenant c'est utilisé avec NFTables. Le fonctionnement est différent entre les deux. En fait, iptables créait les règles de filtrage, les envoyait au kernel, et le kernel lisait les règles une par une pour chaque paquet et faisait l'action requise par la règle si le paquet correspondait à la règle. NFTables fonctionne différemment, étant donné qu'NFTables va compiler les règles de filtrage qu'on peut voir ici. Hop, c'est pas trop bas derrière, c'est bon? De toute façon, je ne vois pas, donc... NFTables va compiler les règles de filtrage dans du bytecode NetFilter, qui va être envoyé vers la VM NetFilter dans le kernel, et la VM NetFilter exécute du bytecode. Donc c'est une forme d'assembleur, en fait. La VM NetFilter va exécuter une forme d'assembleur. C'est le nouveau standard. C'est compatible en partie avec iptables, et c'est ce à quoi j'ai fait référence tout à l'heure, parce qu'au final, NFTables, donc iptables peut être utilisé pour envoyer des règles à NetFilter. Donc elles sont compilées, donc converties en NFTables, puis compilées en bytecode, puis envoyées au kernel. Donc si vous utilisez iptables, la ligne de commande, sur Fedora aujourd'hui, c'est NetFilter d'ailleurs, c'est NFTables. Vous avez un bytecode compilé, il est envoyé au kernel. Depuis tout à l'heure, je parle de bytecode et de compilation. Ceux qui ne l'ont pas, vous inquiétez pas, on va revenir dessus. Je m'enflamme peut-être un petit peu aussi. Moi, dès qu'on parle de pare-feu, c'est... Ok, si je veux une autre technologie pour faire du filtrage du paquet qui n'a aucun rapport avec tout ça. On est en 2026, il y a des trucs cool à faire. C'est dans le titre de la conférence. Alors presque, la techno c'est BPF du coup. Qui a dit ça? C'est Étienne? Ah non, pardon. Parce que je bosse dans son bureau, c'est pour ça, donc j'aurais mal pris. BPF, du coup, BPF c'est une technologie dans le kernel qui est encore différente.
et qui permet de faire beaucoup de choses, dont des pare-feux. Et comme le nom de la conférence le laisse penser, BP Filter, c'est un peu basé sur BPF. Grosso modo, ce qui se passe, c'est que donc c'est une technologie qui est plus récente que NFTables. Le programme, en fait, vous écrivez des règles de filtrage en C, vous écrivez un programme C qui est compilé, injecté dans le kernel, et en fait, il fonctionne dans le kernel comme n'importe quelle autre ligne de code du kernel. On n'a pas de VM, on n'a pas d'exécution interprétée, c'est du code kernel au moment où il est exécuté dans le kernel. Donc c'est plus rapide. L'inconvénient, c'est que ça ressemble à ça. Donc là, pour ceux qui ne savent pas, c'est du code en C, qui est un langage de programmation. Qui aime le C là? Juste, on vote. Il y a très peu de mains levées. Donc si ça donne un peu un ordre d'idée aux personnes qui ne savent pas ce que c'est le C, voilà. Donc on a, grosso modo, ce qui va se passer ici, c'est qu'on va recevoir des données de paquets. On va recevoir un paquet réseau et on va l'explorer couche par couche pour aller jusqu'à la couche où il y a TCP, potentiellement. Et, cas échéant, ici, hop, on drop le paquet, on supprime le paquet. Donc on va avoir tout ça pour parser, pour explorer le paquet. Et une fois arrivé là, on a notre protocole dans la variable L4. Si L4 c'est TCP, on drop, sinon on le garde. Et ça, c'est BPF. Donc, quand on a une flotte de serveurs à gérer, qu'on a des règles de filtrage aussi diverses que variées, qu'on a des millions de serveurs, qu'on a des règles qui sont dynamiques, donc on a un pool d'IP sur lequel on va filtrer, ce pool d'IP il va changer toutes les 6 secondes, et si on veut filtrer sur 15 pools d'IP différents, donc toutes les 6 secondes, on va avoir 15 pools d'IP qui vont ajouter, retirer des IP. Écrire ça, c'est pas possible. C'est clairement pas possible. Et si je suis un sysadmin dans mon infra, que j'ai 3 serveurs à gérer, ou même 40 serveurs à gérer, je vais pas écrire ça. Donc BPF a d'autres use cases, d'autres cas d'usage. Je sais que nous, donc pour le coup, je peux parler pour Meta, en interne, on a des équipes qui écrivent ce genre de programme, qui fonctionnent un peu différemment pour pouvoir scaler sur plusieurs machines, sur des millions de machines. Mais c'est un peu... pas une purge, parce que les mecs sont sympas, je les connais, mais en fait, ça demande beaucoup de travail à maintenir ce genre de programme. C'est pas générique. Pour en faire une version générique, bah en fait, ça introduit de la latence sur le traitement des paquets. Donc on perd un peu de temps. On garde quand même de la performance parce qu'on est en BPF, parce qu'on a du code compilé injecté dans le noyau, mais on perd quand même de la performance. Et donc on va y revenir un peu plus tard, parce que c'est sur cette technologie-là que, étonnamment, BP Filter est basé. Hop. Un petit arrêt sur BPF. Comme ça, on va voir, on aura toutes les clés en main pour pouvoir continuer. Comment on crée un programme BPF? Très simple, comme tous les programmes. On a du code, pour le coup c'est en C. On le compile et ça nous donne un exécutable binaire, du bytecode. Bytecode, c'est un mot un petit peu chialé pour dire, grosso modo, c'est des instructions, mais on va les retransformer derrière à un moment ou à un autre. Pour le coup, c'est un bytecode BPF. BPF a été standardisé. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, c'est le code qu'on a à droite. Donc pour ceux qui ont déjà vu de l'assembleur, ça ressemble énormément à de l'assembleur. Pour la simple et bonne raison que ce bytecode BPF-là, quand on va le mettre dans le kernel, quand on va le charger dans le kernel, il va être converti en langage machine. Donc en fait, il va être converti en instruction Intel, donc x86, pardon, ou ARM à la volée, par le kernel. Ce qui fait que quand notre programme BPF il est chargé dans le kernel, mais il fonctionne comme n'importe quelle fonction du kernel. C'est vraiment un appel de fonction que le kernel va faire à notre programme BPF. Ce qui fait que c'est rapide. Qui avait déjà entendu parler de BPF Et c'est quoi du coup BPF à titre indicatif? Parce qu'il y a un truc que j'entends souvent et je suis particulièrement pas d'accord. Ouais, mais je veux dire comme technologie, qu'est-ce que c'est? J'entends souvent, c'est une VM dans le kernel. Non, ça vous parle pas? Vous avez jamais entendu ça? Trop bien. Eh ben, j'aurais personne contre moi, on va dire. On entend souvent, BPF, on a du bytecode, et le bytecode il est exécuté par une VM dans le kernel. Il y a eu beaucoup de ça. C'est intéressant qu'il n'y ait personne ici. Après, il y a 2 personnes qui ont levé la main quand je dis on connaît BPF. Donc ça a réduit le pool. Pour ceux qui ne connaissent pas BPF, est-ce que pour le moment ça va?
Ok, et bien on enchaîne. La clé de BPF, de la technologie BPF, c'est le vérificateur. Le vérificateur, c'est la partie qui se trouve dans le kernel. Et cette partie-là, quand on va charger un programme, elle va le vérifier. Le but du vérificateur, c'est de dire le programme BPF qui est chargé, il est valide, il ne va pas cracher le kernel, et il y a un moment où il va s'arrêter. On n'a pas une boucle infinie, par exemple, qui va tourner, tourner. Il y a un moment, le programme s'arrête. Et le BPF Verifier, je vais le faire en anglais parce que ça, c'est moche. Le BPF Verifier, c'est son travail de vérifier chaque instruction du programme, les différentes branches qu'il peut y avoir, et ensuite d'accepter ou pas le programme. Ça, ce que ça veut dire, c'est que quand vous chargez un programme BPF dans le kernel, normalement, ça ne crache pas. À moins qu'il y ait un bug sur BPF, ce qui est également possible. Mais la techno a quand même un peu de recul maintenant, et nous, on s'en sert partout. Pardon. C'est pour l'effet dramatique. On s'en sert sur tous nos serveurs, donc on a une flotte de millions de serveurs, blablabla. Et sur chaque serveur, on a une centaine de programmes BPF qui tournent. Ils ne sont pas tous dédiés à du filtrage de paquets. BPF peut faire beaucoup de choses. Vous pouvez attacher un programme BPF à une fonction du kernel. Et à chaque fois que la fonction est appelée, votre programme sera appelé également. Très pratique pour faire de l'observabilité, par exemple. Ou pour modifier des syscalls en temps réel. Donc voilà. Du coup, le verifier, c'est son boulot. Il relie le programme, il le valide, il l'optimise si c'est possible, et il le convertit en langage machine. Donc une fois arrivé ici, eh ben, on a un programme qui est chargé dans le kernel, qui est en instruction, qui correspond au CPU qui tourne, qui est CPU en fonctionnement. Et ce programme-là va être appelé quand un événement dédié va se produire. Et l'événement, ça peut être un paquet qui est reçu, une fonction qui est appelée, un hook LSM pour ceux qui connaissent qui est appelé, ou ce genre de choses. Grosso modo, c'est event-based, c'est bytecode. Enfin, dès qu'il y a un événement sur lequel on est attaché qui se produit, le programme va être appelé. Et le verifier fait également ces belles lignes de log là. Quand il y a un programme qui ne peut pas être vérifié convenablement, il va nous mettre un message d'erreur. Ça, c'est un exemple. C'est pas un de mes exemples, c'est un truc que j'ai trouvé sur Internet. Dans mon expérience, c'est beaucoup moins lisible que ça. Mais BBF, c'est bien, faites-en. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Comment on goupille tout ça sur, on a commencé avec un pare-feu, après on est parti sur BPF, il y a eu iptables, et puis je me retrouve à devoir vous expliquer où se trouve BPFilter là-dedans. Et ben en fait, tout va se mettre ensemble à ce moment-là. Ce qui se passe dans le kernel pour des programmes BPF dédiés au réseau, c'est que notre programme BPF, il peut être attaché au NIC. Le NIC, c'est la carte réseau. Et donc, notre carte réseau reçoit tout le trafic de l'Internet. Pour chaque paquet qui est reçu, le kernel va appeler notre programme BPF. Notre programme BPF va faire une décision, va prendre une décision, il va analyser le paquet, accepter, rejeter. Et une fois qu'il aura pris une décision, le kernel va alors accepter le paquet et l'envoyer plus haut dans la stack réseau, vers l'application par exemple, ou alors il va supprimer le paquet. Et voilà le fonctionnement de BPF en 10 minutes. J'ai pris 10 minutes. Ensuite, il me reste 20 minutes là. Ok. On n'est pas trop mal. Vous êtes là pour BPFilter, et c'est le dernier slide, donc j'ai beaucoup à dire là-dessus. Je préfère vous prévenir. Ce que va faire BPFilter, c'est qu'il va vous fournir un langage un petit peu de haut niveau comme iptables. Là, si on regarde ici, les gens qui ont fait de l'iptables ou les gens qui se souviennent de l'exemple qu'il y avait au début, on peut voir que c'est relativement similaire, relativement transparent sur qu'est-ce qui va se passer. Et donc BPFilter, il va prendre ce langage-là, hop, il va l'ingérer et il va générer le programme BPF. Donc il n'y a pas besoin d'écrire du C. On n'a plus besoin d'utiliser iptables parce que du coup, on peut avoir un programme BPF qui est plus rapide et qui va être généré à la volée. En fait, d'un côté, on bénéficie de l'accélération de BPF et de l'autre, on n'a plus besoin d'écrire du programme C pour faire des pare-feux. Donc voilà, grosso modo, où on en est. Maintenant, je suis censé faire une démo. Il me reste 4 minutes. Est-ce que j'aimerais bien avoir un petit peu de temps pour les questions? Est-ce que c'est assez grand pour tout le monde? Peut-être. On va faire ça. Voilà. Dans le fond, c'est bon pour vous? Ok.
On va aller dans le projet. J'aurais dû prendre le temps de le mettre quelque part. C'est pas compilé, mince. Ah! Je crois qu'il y a un problème sur... Ah, pardon. Ah, mais non. Ok, je suis revenu, j'ai eu un petit coup de... Projet... C'est le risque d'une démo live, hein, on est d'accord. Tout le monde n'en fait pas, je pense que je pars à des points pour ça déjà. Qu'elle soit ratée ou pas, on est content. Vous avez vu un terminal en live. Là, on compile, magnifique. Alors, il y a des conférences où je suis mieux préparé, on va pas se mentir. J'ai fini mes slides ce matin. Mais dans l'absolu, est-ce qu'on se débrouille quand même pas trop mal, là? C'est le moment où il faut dire oui, parce que je suis en train de meubler. Et là, il faut que je lise mon clavier quand je tape. OK, voilà. Donc, ça veut rien dire pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. En fait, j'ai lancé une commande ici, c'est BF-CLI, BP Filter CLI, l'interface en ligne de commande de BP Filter, en fait. BP Filter, en soi, c'est une librairie. Vous pouvez la linker à n'importe quel de votre projet. Vous définissez votre pare-feu, et puis vous utilisez la librairie en C pour créer le programme BPF et l'attacher quelque part. Donc ça marche en tant que librairie, mais ça marche aussi en tant que ligne de commande qui est disponible sur le projet. Donc voilà, j'ai fait l'option, la commande help, donc on voit ce qui est disponible. Ça, c'est pas très important. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est, on va dire, tiens, BP Filter, je veux définir un rule set. Un rule set, c'est un ensemble de chains. Les chains, c'est les programmes, en fait. Pour ceux qui ont déjà utilisé iptables, une chain, ça devrait être assez transparent. Ce que je vais dire là, c'est que je définis un ensemble de programmes pour faire du filtrage. Et ces programmes peuvent faire du filtrage à différents endroits dans le kernel. Et donc là, c'est le moment où il ne faut pas que je me foire sur ma syntaxe. Donc, je définis une chaîne. Je lui donne un nom. Cantec, c'est bien. Cantec. Je l'attache quelque part. Ça, c'est pas tellement obscur. En fait, ça, ce que ça veut dire, c'est je vais créer un programme de type XDP, qui est un des programmes possibles. C'est le kernel qui définit quel programme on peut faire en BPF. Pour le réseau, il y a un sous-ensemble de programmes qui sont utiles. XDP en est un. Je l'attache sur mon interface, ma carte réseau numéro 2, et par défaut, je vais accepter tous les paquets. Bah forcément, ça ne marche pas. J'ai oublié un... Ok, c'est bon. Et là, j'ai un petit message qui me dit « Ah bah j'ai attaché le programme de telle manière. » Mais là, maintenant, j'ai un programme qui est attaché sur mon interface et qui va filtrer tous les paquets qui passent sur cette carte réseau. Maintenant qu'on en est là, ce qui peut être intéressant, c'est de voir à quoi il ressemble le programme. Donc déjà, si je fais hop, rule set get, je peux afficher les chaînes qui sont définies. Évidemment, j'en ai qu'une, et on voit que de base, je vais avoir des compteurs, le nombre de paquets qui sont passés par la chaîne, le nombre d'octets qui sont passés par la chaîne, le nombre de paquets que je n'ai pas pu filtrer, parce qu'il y a eu une erreur dans un appel de fonction kernel, parce que quelque chose n'a pas fonctionné. Ça peut arriver. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Et donc, on a une chaîne très basique qui arrive là. Le accept qu'on voit en haut à droite, accept, ça veut dire qu'est-ce qu'on fait quand aucune des règles ne match le paquet. Donc là, on n'a aucune règle de définie, donc par défaut, tout va être accepté. Mais quand j'ai des règles de définies, ce qui se passe ici, c'est que quand aucune des règles ne correspond aux métadonnées du paquet, bah on va appliquer cette politique-là qui est accept. J'aimerais passer aux questions, donc on va faire un dernier petit test. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir une règle. Cette règle-là, on va dire, hop, on va lui définir un matcher. Un matcher, c'est un critère pour matcher un paquet. C'est un critère pour comparer aux données du paquet. Et on va lui dire, hop, est-ce que c'est un ping? Si c'est un ping, on accepte. Mais avant d'accepter, oh non, on va enlever, tiens. Hop, tous les pings, on les accepte plus. Ça a l'air de toujours marcher.
on voit bien que maintenant, quand j'affiche ma règle de filtrage, ma règle, elle est ici. On n'a matché aucun paquet. Et normalement, c'est maintenant que devait servir mon deuxième terminal. Hop, on va se mettre là. On va revenir sur mon PC et on va faire ping la VM. Posez pas trop de questions, c'est pas le moment. Je crois que j'ai pas la bonne IP. Ah, mais non, j'ai pas la bonne IP. Alors attendez, rigolez pas trop parce que là, il y a bien qui regarde le dernier. L'IP de ma VM, c'est ça. Donc l'adresse de ma VM, c'est en .13. Je pourrais passer une demi-heure à vous montrer des trucs comme ça, mais bon, en fait, on fait que du pinguer des VM, hein, donc on va quand même. Et du coup, j'aimerais bien avoir un peu de temps pour les questions. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que je continue, hein, parce que ça se trouve, vous avez rien à dire. Hein. Si. Ok, il y a des questions. Une, c'est suffisant. Attends, 2 petites secondes. J'ai pas besoin du micro. Est-ce qu'on peut voir la tête du code en C qui est derrière tout ça? Non, il n'y a pas de code en C. Ah, il n'y a pas de code en C. J'ai raté quelque chose. C'est peut-être moi qui ai mal expliqué. En fait, ce qui se passe dans BBFilter, et j'ai 30 minutes, donc en partant de zéro, j'ai pas forcément le temps de tout dire, mais grosso modo, ici, ce qui se passe, c'est qu'on génère de l'assembleur. Donc on part de ça. Ça, on le convertit dans une structure en C, une structure interne à BBFilter. Et cette structure-là, on la convertit en assembleur, en bytecode BPF. Donc en fait, on fait le rôle d'un compilateur. On fait le travail du compilateur. Et au-delà de ça, on fait aussi le fait que on charge le programme dans le noyau et on l'attache. Mais il n'y a pas de C, il n'y a aucun moment où il y a du C. Il y a certains projets, et même nous en interne on en a, qui vont utiliser LLVM. Tu me dis quand je te perds? Ok. En compilateur, il y a Clang et il y a GCC, pour ceux qui compilent des choses. Et donc Clang est basé sur LLVM, qui est un projet de Google. Et LLVM a une très grosse librairie qui permet en fait de générer ce qu'on appelle une représentation intermédiaire d'un programme. Et donc cette librairie-là va se charger de créer le programme BPF. Toi, ce que tu fais quand tu utilises LLVM, c'est que tu vas utiliser la librairie LLVM pour générer une représentation intermédiaire d'un programme. Et LLVM, derrière, va générer le programme final dans le format que tu veux. BPF, x86, ARM, peu importe. Et donc toi, tout ce que tu fais, c'est la représentation intermédiaire, et LLVM fait le programme que tu veux en finale, et peut même optimiser le code. Et rapidement, dernier slide, parce que si vous avez des questions, c'est maintenant. On a pris un peu d'avance, mais c'est pas grave. Il y a un site pour le projet, donc c'est un projet qui est maintenu par Meta, donc par moi du coup, avec quelques collègues, pardon. Donc je suis le responsable mainteneur du projet, j'ai des gens qui travaillent avec moi. Ça c'est le site du projet, ça c'est le GitHub du projet. Il y a des paquets RPM qui sont disponibles sur CentOS et Fedora, ils sont un petit peu datés maintenant parce qu'on a eu beaucoup de choses à faire en interne et donc on ne les a pas mis à jour. Je suis absolument ouvert à échanger avec vous si vous voulez. Ce ne serait pas la première fois qu'il y a des gens qui me contactent et on échange et je leur trouve une tâche s'ils veulent essayer. Moi, mon but, au-delà de présenter mon projet ici, c'est aussi d'enseigner des choses à des gens. C'est pour ça qu'on est parti de très loin et c'est pour ça que j'apprécie que tu aies appris des choses sur le réseau. Ou alors elle est peut-être partie, je lui ai fait peur. Et du coup, si vous voulez en apprendre plus, si vous voulez contribuer, n'hésitez pas, je suis disponible. Et un email et des questions si vous en avez dans l'assemblée. Bonjour. Merci pour la présentation. Du coup, tu travailles pour Meta et ce projet-là, il est utilisé au sein de Meta, du coup? Ouais. Et vous l'utilisez, c'est quel cas, par exemple, le filtrage? On a des conteneurs, on déploie nos services dans des conteneurs. Et du coup, on avait un outil générique basé sur BPF avant, et puis moi j'ai bossé là-dessus, et puis j'ai comparé, je suis tiens, c'est genre 2 fois plus rapide. Et à partir de là, ils se sont dit, peut-être qu'on va le déployer. Et donc là, actuellement, on déploie, et je ne sais pas ce que je peux dire ou pas par rapport à ça. En déploiement, on est en cours de déploiement sur la flotte, sur des centaines de milliers de conteneurs par jour, et l'objectif, c'est des millions par jour.
Donc c'est en cours, c'est en progrès. Mais après, les pare-feux, c'est un peu le genre de truc où il ne faut pas se planter, quoi. Parce que tant que ça marche, tout le monde s'en fiche, et puis quand ça marche pas, tout le monde s'en rend compte. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ouais, j'ai 2 questions. Merci pour la presse, c'est canon. La première question, c'est la performance, que tu nous as refait un peu l'historique de IPTable jusqu'à BPF. Là. IPTable, dans mon souvenir d'il y a longtemps, c'était quelques centaines de megs, du giga. Là, je pense qu'on parle de 200, 400 gigas jusqu'à 800, j'imagine. Et donc la capacité de traitement de BP Filter aujourd'hui par rapport à des technos plus anciennes, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui en nombre de flows par seconde, enfin, je ne sais pas quelles sont les métriques. C'est une question qui n'est pas si simple à répondre que ça, parce que c'est très spécifique de la charge que peut avoir un serveur et de services qui vont tourner dessus. En regardant rapidement, quand on fait un rule set, donc un ensemble de règles avec 32 règles pour filtrer une IPv4, et qu'il doit passer par toutes les règles avant de matcher la dernière, faut compter 1 à 2 nanosecondes par règle pour BP Filter. Et pour IPTables, ça commence à 4,5-5 nanosecondes par règle. NFTables, on est plus vers du 6, et en fait, après, ça croît exponentiellement. J'ai un peu de benchmark sur une fenêtre. Alors, hop, la belle doc que j'ai faite moi-même. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que nous, on lance des benchmarks régulièrement. Alors, on ne compare pas IPTables et NFTables à BP Filter, parce qu'il n'y a pas d'intérêt pour nous. Par contre, ce qu'on veut, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de régression sur les performances. Et là, j'en reviens au fait que je disais que les benchmarks, c'était compliqué. Parce qu'en fait, si tu veux être sûr qu'il n'y a pas, ou si vous voulez être sûr, désolé, qu'il n'y ait pas de régression, en fait, il faut que le benchmark il soit très stable. Et pour que le benchmark soit très stable, c'est assez compliqué. Ces benchmarks-là, ils sont lancés sur chaque pull request et chaque commit du dépôt. Donc là, on peut voir l'historique et on peut voir un peu la stabilité aussi de l'exécution de ce test-là. Et du coup, ça tourne sur une machine où il y a 2 cœurs du CPU qui sont isolés, donc qui ne sont pas utilisés par le système, qu'on ne peut pas utiliser. Systemd, on a défini une slice, Systemd, pour ceux qui voient ce que c'est, pour isoler encore plus ces CPU. Il n'y a pas d'hyperthreading, il n'y a pas de turbo. Qu'est-ce qu'on a enlevé d'autre ? Il y a tout un tas de... J'ai plus tout en tête, mais il y a tout un tas de configurations pour être sûr que le benchmark soit stable. Et donc là où je veux en venir, c'est que comparer des produits, des solutions comme ça, c'est hyper difficile. Je sais que pour nous, BPF, c'est plus rapide qu'IPTables parce que le flow de données est beaucoup trop important. On est sur du 10-25 gigabits par seconde sur certains serveurs. Après, les serveurs qui sont à 400, 800, c'est un autre mécanisme sur lequel... Si tout se passe bien, on va aussi intégrer BP Filter, mais il y aura une solution d'offloading en fait, avec un chemin rapide sur du hardware. Mais du coup, donc, je t'ai mis un tunnel et je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais non, pas du tout, mais c'est toujours très compliqué comme question, la performance. En fait, je ne peux pas tellement donner des valeurs de performance. Le seul truc que je pourrais donner, c'est grosso modo, j'avais essayé de voir à partir de combien de règles de filtrage, la bande passante est réduite. Donc sur un réseau de 10 gigabits, à quel moment, avec IPTables, NFTables et BP Filter, on commence à avoir une baisse de débit à cause du fait qu'il y ait trop de règles. Sur NFTables, c'était quelque chose comme, que je dise pas de bêtises, 500, 600 règles. Sur IPTables, on pouvait aller jusqu'à 1000. BP Filter, on pouvait faire 2000. À partir de 2000, on commençait à plus avoir 10 gigabits par seconde en réception. Mais ces tests-là, ils ont été faits il y a un petit moment parce que maintenant, c'est plus trop pertinent, pour nous en tout cas. Et depuis, les performances de BP Filter ont été augmentées. Donc normalement, le gap est encore un peu plus important. Ok, merci. Et j'avais une deuxième toute petite question, c'est sur la contribution. Donc le repo que tu as montré, c'est un repo méta. Ça veut dire que ce n'est pas intégré directement dans le kernel. Et c'est quoi le contrat d'interface avec le kernel, où est-ce que se trouve la frontière entre BP Filter et le kernel ?
Le contrat d'utilisation, c'est le contrat de BPF qui est rien n'est stable. Voilà. Une API kernel, une interface de programmation avec le kernel Linux, c'est stable et ça doit être stable. Et ça, Linus vous le rappellera si vous faites une boulette. Dans BPF, en fait, ça appelle des fonctions du kernel qui ne font pas partie de l'interface utilisateur. Et donc elles ne sont pas stables par définition. Ceci étant dit, j'ai jamais eu de souci avec des fonctions qui n'étaient... Le seul problème que j'ai, c'est quand je veux avoir de nouvelles features de BPF qui ne sont pas disponibles sur d'anciens kernels. Ce qui est normal, là c'est un peu chiant, on trouve des solutions, mais j'ai jamais eu d'ABI qui a cassé d'un kernel à l'autre. Est-ce que ce coup-ci j'ai répondu à ta question? Parfait. Est-ce qu'on a d'autres questions ou est-ce que... Cédric, on a un peu de temps encore? Ouais, il reste 3 minutes. Ok, c'est maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? J'ajoute, pendant que vous réfléchissez, qu'il y a un magnifique podcast avec Quentin sur notre Spotify, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Ou Apple Podcast. On a une question, Cédric? Bonjour, déjà merci pour ce talk. Moi j'ai une question un peu moins technique et un peu plus sur toi Quentin, je me permets de te tutoyer. Comment t'en es arrivé à bosser sur des sujets très deep comme ça? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a toujours attiré ou est-ce que c'est le fait d'être arrivé chez Meta qui t'a mis dans ces projets? Ça m'a toujours attiré. Il y a des gens de Supinfo là? J'ai fait Supinfo à Caen, mais il y a plus longtemps que vous. J'ai quitté Caen en 2015, 2014 peut-être même. Et j'ai fini Supinfo en 2018, donc ça fait un petit moment. Mais j'ai vu des suites qui passaient, du coup. Donc moi j'ai fait Supinfo, je suis parti à l'étranger après ma formation, et j'ai toujours aimé ça. En fait, je pense que j'ai eu des intervenants qui m'ont donné la passion de ça. Le C, on faisait tous nos projets en C, des gens qui sont sûrement plus intervenants à Supinfo maintenant, mais avec qui j'ai pris beaucoup de plaisir. Et donc ça m'a lancé là-dedans. Donc mon premier job, je développais des drivers pour une petite boîte au sud de l'Angleterre. Après, je suis allé chez Bloomberg, qui fait de la finance. Après, je suis arrivé chez Meta, enfin Facebook, à ce moment-là. Et donc j'ai rejoint une équipe qui était responsable de tous les serveurs. Je te fais la version longue, hein, si ça te va. Mais du coup, j'ai rejoint une équipe qui s'occupait de tous les serveurs. Et un jour, il y a un mec à qui je bossais qui m'a dit tiens, discute avec Anita. Elle travaille sur SysMD, elle va monter son équipe. Et en fait, on bosse beaucoup avec elle, donc il faut que tu la connaisses. Et en fait, quand je lui ai parlé, on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes affinités pour l'open source, pour le genre de travail qu'on aimait faire. Et elle m'a dit c'est enregistré. Elle m'a dit dis-moi sur quoi tu veux bosser, ça va être utile pour Meta. Et donc, je la remercie énormément parce que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à bosser sur BP Filter. Elle m'a dit, tiens, il y a ça, si tu veux. Je dis, écoute, on va tenter. Et maintenant, on le déploie partout. Après, le gros avantage qu'il y a, c'est qu'on a des gens qui sont... j'ai rarement travaillé dans des environnements avec des gens aussi intelligents. La personne qui a créé BPF, il est chez nous. Si j'ai un problème, je lui envoie un message, quoi. Je passe mon temps à rentrer dans des réunions et j'ai l'impression d'être le plus con, quoi. Ce qui est bien, en fait. C'est une bonne chose quand on passe son temps à apprendre des choses et à découvrir toute la journée. Donc moi qui aime bien apprendre, il n'y a jamais un moment où... Et ça fait partie des domaines, le kernel par exemple, où on peut apprendre toute une vie, quoi. Ça répond à ta question? Ok. Mais merci Quentin. Merci. Je pense qu'on peut l'applaudir. Il y a toujours